Je suis arrivé en 1983 à Fontevraud à la demande du conservateur des monuments historiques, François-Charles Jamme. Celui-ci venait également d'intervenir sur Fontevraud et était un peu inquiet de l'ampleur des travaux qui allaient être engagés et de l'absence d'intervention archéologique. Et donc il m'a montré le site pendant plusieurs heures, les problèmes qui se posaient, et on a convenu d'intervenir effectivement en tant qu'archéologue sur le site. Un archéologue, c'est d'abord quelqu'un qui étudie les sols. Du moins, c'était la conception qu'on en avait au début des années 80. Mais assez rapidement, au fur et à mesure de l'avancée de nos connaissances, on s'est rendu compte qu'il était stupide de s'arrêter à ce qu'on appelait à ce moment-là la frontière du bitume, et qu'il fallait aussi étudier les élévations. On a donc commencé à faire des relevés, à essayer de voir comment on pouvait distinguer les différentes phases de construction et voir comment aussi ces différentes phases pouvaient s'organiser avec les couches que l'on découvrait sous le niveau du sol. À ce moment-là, l'approche fouille était quand même classique. En revanche, l'étude même des élévations, l'étude même donc des murs, elle n'était pas du tout courante. Il a fallu forger des instruments d'étude pour pouvoir approfondir notre connaissance de ces bâtiments. Alors les choix en fait ont été guidés par les urgences. Et l'urgence à ce moment-là, c'était le prieuré de Saint-Lazare qui était en cours de transformation en hôtellerie. C'était l'ancienne infirmerie en fait, la prison. Et là, ma foi, il a fallu intervenir assez vite parce que les travaux avaient déjà commencé. Et à la demande du conservateur des monuments historiques, nous avons commencé l'étude de Saint-Lazare, qui a pris quand même 7-8 ans. Il y a eu des discussions franches à certains moments. Mais l'avantage était que le conservateur des monuments historiques voulait à tout prix savoir ce qu'il se passait. Lui-même était d'ailleurs un des meilleurs connaisseurs français de la Renaissance. Et il a constamment soutenu l'archéologie. La position de l'architecte a varié suivant les moments. Mais l'adjoint de l'architecte était quand même, donc Xavier Desabbayes, tout à fait intéressé par les éléments qu'on pouvait lui fournir. On étudiait ce qui allait être touché. C'est surtout ça, la feuille de route. Au niveau de la prison, déjà, le ménage avait été fait. Et fait très vite, dès les années 60 en fait. Beaucoup de destructions avaient déjà été réalisées. Donc on arrivait dans un site où une bonne partie des ateliers avaient disparu, où également un certain nombre de transformations avaient été réalisées, et aussi, il faut bien le dire, quelques restaurations. Au début, nous connaissions mal Fontevraud, vous avez vu qu'était l'ampleur du bâtiment, et ma foi, on a suivi un petit peu, essentiellement je dirais même, les travaux de l'architecte en chef. Lequel architecte en chef avait un certain mépris pour tout ce qui était pénitentiaire. Donc systématiquement, il les supprimait. Et pendant longtemps, on ne s'en est pas non plus, il faut bien le dire, préoccupé. C'est venu progressivement en fait. Bon, d'abord parce que le 19e intéressait de plus en plus de monde, notamment des historiens de l'art. Quelques grands historiens de l'art ont justement défendu toutes ces constructions contemporaines. Ensuite, il se trouve que la doctrine même des monuments historiques a un petit peu évolué, ce qui explique que... En quoi a-t-elle évolué? En prenant en compte toute l'histoire d'un monument. Et en essayant, parce que ce n'est pas toujours possible non plus, parce qu'il faut que le monument soit également compréhensible par le public, en essayant de sauvegarder le maximum de traces, du moins de ce qui restait à ce moment-là, de l'époque pénitentiaire. Et ce qui fait que nous avons pour pour la galerie supérieure du Grand Moutier où nous sommes, deux conceptions qui se sont succédées sur une dizaine d'années.
en 1986, je crois, une première commission supérieure des monuments historiques projette la démolition de la galerie. Et 10 ans plus tard, il est décidé de la conserver, justement par égard à cette histoire quand même importante, un siècle et demi, ce n'est pas non plus négligeable. Et à ce moment-là, on a commencé aussi à s'intéresser aux archives de la prison pour mieux comprendre cela. Et assez rapidement, nous nous sommes rendus compte que si on n'avait que les archives, qui sont pourtant extrêmement abondantes, nous sommes dans l'administration pénitentiaire tout de même, donc si on n'avait que ces archives, on n'aurait pas compris bien des choses. Et si on avait eu que l'archéologie également, il y a bien des aspects qui nous auraient échappé. En revanche, la conjonction des deux a quand même été très très utile pour essayer de comprendre ce qui s'était passé sur le site, notamment au tout début de l'occupation pénitentiaire, où les parties ont quand même singulièrement évolué, en une vingtaine d'années. Alors ici, nous sommes dans les combles de l'église abbatiale. Vous avez devant vous des coupoles, mais des coupoles refaites au XXe siècle. En effet, en 1821, les anciennes coupoles ont été démolies pour l'installation de planchers afin d'installer les prisonniers. Donc l'abbatiale est à ce moment-là divisée en 5 étages. Donc 5 étages qui servaient à quoi ? Oh, il y avait atelier, il y avait aussi de dortoirs, et également, quand même, il ne faut pas l'oublier, à l'emplacement de l'ancien chœur, la chapelle des prisonniers et des prisonnières. Du moins dans les premiers temps, quand les femmes étaient encore au Fontevraud. Ici, nous sommes à l'emplacement des latrines, déjà des religieuses, et évidemment, ce secteur a été réutilisé pendant toute la durée de l'époque pénitentiaire. Et tout cela débouchait dans un collecteur, et était évacué ensuite dans des canalisations. Comme c'était desservi par un ruisseau qui était canalisé, donc dès qu'il y avait un peu d'eau, ça faisait effet de chasse d'eau. Quand il y avait de gros orages, il y avait un volume d'eau quand même considérable qui dévalait la pente de cette galerie et qui nettoyait aussi l'ensemble que l'on a ici. Bon, ceci dit, à l'époque pénitentiaire, il y avait beaucoup plus de latrines que du temps du couvent. Nous sommes ici donc dans l'aile sud du cloître. On voit cette voûte gothique d'environ 1518 et on peut aussi admirer les beaux culots. Seulement, ces beaux culots ne datent pas du début du XVIe siècle, mais sont totalement pénitentiaires. Alors, par exemple, ici, ce dragon, qui pourrait être Renaissance, en fait, ne date que du XIXe siècle. On a ici cette pierre qui a été réinsérée à l'intérieur de la maçonnerie. Toutes les sculptures ici datent de la seconde moitié du XIXe siècle. Ça veut dire que ces sculptures ont été réalisées vraisemblablement du temps d'un certain Joseph Christo, et qui s'était pris d'amour pour les bâtiments qu'il dirigeait, et qui a fait des restaurations en quelque sorte à son compte. Quand on regarde cette clé de voûte, on voit les initiales JC, et contrairement à ce qu'on pourrait penser, il s'agit là de celle du directeur de la prison, Joseph Christo, qui est intervenu pour essayer de restaurer une grande partie du cloître de Fontevraud. On sait que la nourriture n'était pas digne d'un 4 étoiles, mais là aussi, on a quand même quelques éléments dans les textes, mais on peut parfois se méfier de ce qui est annoncé, surtout dans ce domaine. Et en fait, quand on a commencé à fouiller l'église de Saint-Lazare, nous sommes tombés sur une couche qui était remaniée, mais qui contenait beaucoup d'ossements animaux. On les a donc fait étudier par une paléozoologue qui a été très intriguée par un ossement de vache. Elle n'avait jamais vu cela. En fait, c'était un cartilage qui s'était ossifié, ce qui signifiait qu'on n'avait pas là affaire
à un veau, mais à une très vieille bête. Et ma foi, elle devait être utilisée pour la soupe. Je ne suis pas sûr que la viande elle-même ait été facilement consommable.